Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo ça. Côté n'a analyser ensemble avec vous dernière actualité mondiale. Aujourd'hui, nous entrons dans un moment charnière de l'histoire mondiale. L'opération américaine qui a capturé le président Maduro, président du Venezuela, en ce début du mois de janvier de l'année 2026. Un spectacle qui impressionne tout le monde. Déjà, c'est une première entre ces deux pays et surtout une opération qui met en question le droit international. Avec vous, Fleury Tchaikovsky, dans la qu'on connaît, une émission qui passe sur Channel ça. Jeudi, nous parlons ensemble dans le déroulement vidéo à plusieurs points. Nous aurons une plongée dans la doctrine de Monroe et son évolution, pourquoi et comment Maduro a été arrêté, les bases légales invoquées par les États-Unis d'Amérique ainsi que leurs limites, bien sûr, critique juridique internationale, ce qu'on reproche réellement à Maduro et sans oublier les instances compétentes pour ce jugement. Sans perdre du temps, on entre dans la vidéo. Mais avant tout, quittez-moi un like, abonnez à la page là pour faire ça, c'est la meilleure façon pour supporter le travail là. C'est simple et gratis. C'est parti. Doctrine de Monroe. En fonti historicité. En 1823, le président James Monroe a formé la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains. Autrement dit, l'Europe n'a pas à intervenir dans les affaires du continent américain. C'était la première idée à ça. Cette doctrine a ensuite servi de justification morale et stratégique pour les États-Unis d'Amérique afin de renforcer leur influence en Amérique latine. Nous venons assister à une évolution avec Roosevelt. Au début du XXe siècle, le corollaire Roosevelt a étendu la doctrine pour justifier les interventions directes, particulièrement militaires, en cas de troubles dans la région. Ça devient un américain plus accès, plus légitimité pour mener des interventions dans des régions de l'Amérique, pratiquement en matière de sécurité. Je nous avons observé dans l'histoire Pays-Bas, sans nous pas oublier l'occupation américaine en 1915. Avec diverses autres missions que les Américains menaient dans le pays. Bref. Aujourd'hui, certains commentateurs parlent même de la doctrine de Monroe. Une façon pour montrer l'implication de Donald Trump dans l'émancipation idéologique dans le monde. Ça nous carrelait le leadership américain dans l'hémisphère occidental et au-delà. L'opération contre Maduro. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Le 3 janvier de l'année 2026, les forces spéciales américaines ont mené une opération militaire à Caracas, qui vient aboutir avec l'arrestation de Nicolás Maduro et de son épouse. Là, il y a deux aspects que nous devons prendre en compte. Premièrement, c'est une opération militaire directe sur le sol d'un autre État souverain pour arrêter un président élu en fonction. Deuxièmement, Maduro a été transféré vers New York où il fait face à des accusations pénales. Qui ça, opération ça rappelez nous historiquement? En 1989, le général Noriega, un autre dirigeant panaméen, capturé par les États-Unis sous prétexte de lutte contre la drogue. Mais avec une différence majeure. À l'époque, il existait au moins un contexte juridique partiel et un soutien interne plus large. Ce n'était pas juridiquement irréprochable, mais ce n'était pas juridiquement vide non plus. Qui était Noriega? Manuel Noriega, de son vrai nom, n'était pas un président élu. Monsieur, c'était un chef militaire de facto, à la tête du Panama par le contrôle des forces de défense panaméennes. Ça veut dire, contrairement à Nicolás Maduro, il ne bénéficiait pas pleinement de l'immunité personnelle de chef d'État élu. Maintenant, quelles sont les bases légales invocables par les États-Unis dans le cadre d'une arrestation comme ça? On prend sous angle américain. L'administration Trump présentait l'opération ça comme une action du droit interne.
On joue sur la lutte contre les narcotrafics, contre le terrorisme et pour la sécurité nationale. C'est dans ça qu'on t'a fait comprendre. À rappeler qu'aux États-Unis, en droit interne, un président peut ordonner certaines opérations sans l'accord du Congrès. Il y a diverses bases légales qui encadrent le droit là, notamment article 2 de la Constitution qui baille président titre de premier chef des armées, mais aussi et surtout la War Power Resolution de 1973 qui dit que le président peut engager les forces armées sans autorisation préalable du Congrès dans 3 cas. Premièrement, déclaration de guerre. Deuxièmement, autorisation spécifique du Congrès. Troisièmement, situation d'urgence nationale résultant d'une attaque ou d'une menace imminente. Pour cas spécial ça, Yoshita sur 3e point. Les nous connaissons de qui ça y reproché Nicolas Maduro. Mais attention, selon le droit international, les traités et la jurisprudence internationale indiquent que l'usage de la force dans un autre État est interdit sauf en cas de légitime défense qui est régi par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, soit par la possession d'un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, ou sinon par le consentement explicite de l'État concerné. Or, aucun de ces cas n'était présent dans le cas vénézuélien. Américain pas qu'à évoquer ni légitime défense, Conseil de sécurité ONU pas délivré pièce mandat pour ça. En pile expert dans le droit international à travers le monde parlait de violation de la souveraineté. Selon eux, opération Sila a violé chaque des Nations Unies délibérément. En particulier, l'interdiction de l'usage de la force sans autorisation. Elle constitue un exercice illégal, selon eux, des juridictions d'application extraterritoriale. Car les États-Unis n'avaient aucun consentement vénézuélien pour appliquer leur droit pénal sur le sol vénézuélien. C'est comme si Venezuela, je dis, c'est un territoire prolongé des États-Unis d'Amérique. Maintenant, qu'en est-il de l'immunité des chefs d'État? En droit international, un chef d'État en exercice dispose généralement d'immunité personnelle, ça nous relève en diplomatie, la rationnée personnelle. Il protège le chef d'État ça contre les poursuites pénales étrangères, sauf quelques cas exceptionnels, mais capturer un président en fonction par la donne. Qui ça a reproché Nicolas Maduro? À l'international, tant qu'au Venezuela, il a parlé de corruption, clientélisme, il a parlé de dérive autoritaire, répression politique, il a parlé tout de instrumentalisation de la justice, il a parlé de élections contestées, notamment dernière élection ça que l'international l'a jugé non libre et non équitable. Et pour finir avec ça qui a attiré l'attention américaine plus là, les liens avec le narcotrafic international. Il y a quelques contextes similaires tant que pour certains dirigeants de Bosnie-Herzégovine et de Rwanda. Mais dans le cas ça, c'est des instances juridiques internationales qui entament poursuite. C'est là un peu le monde a demandé côté présence de l'ONU. Est-ce qu'elle délègue compétences liées au pays Toto Samnan? Jodi a Nicolas Maduro dans New York. C'est qui instance qui est compétent pour continuer à processus ou bien à procédure pénale sous d'accord. En attendant, nous allons seulement citer quelques options juridiques potentielles. En premier, nous allons prendre la juridiction interne des États-Unis. La répondre à des charges pénales liées au narcotrafic. Cependant, en droit international, l'absence d'immunité est très controversée pour un président en exercice. Ça a posé problème. Ensuite, nous avons pensé avec la Cour internationale de justice, CIJ, qui c'est un des 6 organes principaux de l'ONU que nous avons avec M. Rosana Garcia à l'idée. Mais là encore, il y a un problème, parce que CIJ n'est pas connu pour juger des individus, mais de préférence peut être saisi par des États pour violation de la souveraineté.
Et, s'il vous plaît, la Cour pénale internationale théoriquement compétente pour des crimes graves, génocide, crimes contre l'humanité, mais ça encore t'a demandé une participation active de l'ONU, si bien sûr ONU t'a délivré un mandat. Si ONU pas délivré un mandat des gens, est-ce qu'elle a jugé? Ça, c'est question. Ça qui passe au Venezuela, pas une simple arrestation. C'est un tournant géopolitique qui recevra critique dans un pile expert du droit international dans le monde. Il y a un État qui dénonce ça fait là. Quelqu'un le fait directement, l'autre fait indirectement. Mais comme ça, tout gain Israël, Royaume-Uni, Canada, là nous connaissons que le Canada n'a pas vraiment validé l'élection Nicolas Maduro, qui plus penché sur la compréhension des préoccupations sécuritaires à travers le monde. Les États-Unis ont réaffirmé une politique d'influence hémisphérique vieille de 2 siècles. Là, on a parlé de la doctrine de Monroe. Dans un contexte moderne de rivalité mondiale, il est arrivé à prouver l'humanité que malgré aujourd'hui, on est capable de dire tout le monde, grand monde, technologie, on est capable de dire ressources militaires yo disponibles. Ça veut dire chaque monde a un petit bagage, chaque pays a un petit bagage. Mais attention, la puissance ne se limite pas à l'armée seulement. Elle comprend la puissance militaire, la puissance économique, la puissance diplomatique, puissance culturelle, technologique, etc. Et j'en passe. Ça veut dire, président Donald Trump, je dis, a entré dans la logique côté il voulait montrer le monde que le maîtriser complètement ça qui est les politiques internationales. Ce n'est plus la doctrine de Monroe, c'est la doctrine de Trump qui c'est le monde aux Américains. C'est plus l'Amérique aux Américains. Histoire monde là, jodi a point une belle tournure. Nous tout well. Et permettez-moi de vous le dire, juridiquement, cette action soulève d'importantes questions. Violation du droit international, immunité des chefs d'État, compétence des tribunaux, implication pour la souveraineté, rôle de l'ONU. Le monde regarde et les conséquences ne se limiteront pas à l'Amérique latine. En tout cas, nous suivons. Merci à vous-même qui t'a suivi tout déroulement vidéo ça. Et moi espérer que vous piquez clair sur ce sujet. Dans les commentaires, pas oublier de dire qui ça nous pense. Est-ce que c'est une opération de lutte contre les crimes transnationaux ou sinon action qui mettait en question directement le droit international de manière catégorique? Non pas c'est Fleury Tchaikovsky pour émission là qu'on connaît qu'a passé sur channel ça. Pas oublier abonner, quitter un like pour supporter le travail là. Merci beaucoup.